Je suis médecin à Bordeaux et c'est la souris. Ouais. Donc un bref rappel sur le parcours patient qui a une greffe de cellules souches. C'est quand même important de rappeler le terrain initial. Nos patients, ils ont un certain âge, des antécédents et ils ont une maladie qui aura reçu, en fonction des caractéristiques, différents types de traitements qui peuvent avoir un impact sur la suite. Vous le savez, les conditionnements peuvent comporter de la chimiothérapie, plus ou moins une irradiation corporelle totale. Ça aussi, on va en tenir compte. La période de greffe, l'aplasie, et puis les complications précoces, la GVH aiguë, les infections initiales, et puis la GVH chronique dont on a parlé. Et moi, je vais vraiment me focaliser sur les effets tardifs. D'abord, si on s'intéresse aux effets tardifs, il faut savoir de quoi on parle. Et je voulais d'abord focaliser sur le poids des complications tardives. Est-ce qu'il y a un impact de la greffe en termes de mortalité chez ces patients? Et vous avez ici cette étude assez intéressante dans le JCO publiée par Martine qui s'intéresse aux patients qui sont en vie au-delà d'1 an de la greffe. Et on regarde notamment en analyse landmark la survie au-delà de 5 ans. Et on voit déjà que la survie n'est pas la même en fonction de l'âge du receveur. C'est-à-dire que même chez un patient qui a une greffe qui s'est bien passée, la survie n'est pas la même chez les patients qui sont très jeunes versus ceux qui sont entre 18 et 45 ans. Et au-delà de 45 ans, on a une survie qui diminue. Ensuite, si on regarde l'espérance de vie, la réduction de l'espérance de vie, on voit qu'évidemment, il y a une réduction de l'espérance de vie qui diminue avec l'âge grandissant. On peut très bien comprendre que les effets toxiques et mortels de la greffe ont plus d'impact sur la réduction de l'espérance de vie chez un sujet jeune que chez un sujet âgé. Pardon. Et si on regarde à quoi est dû cet excès de mortalité, vous avez ici un classement des causes par fréquence. Donc, on voit de façon très importante que la rechute impacte rapidement la mortalité. Ensuite, il y a la problématique des néoplasies, des cancers secondaires, également des infections, du risque cardiovasculaire et également des problèmes neurologiques, respiratoires et de la GVH chronique. Donc, il y a une très bonne revue, je remettrai à la fin une petite diapositive avec les papiers importants à voir. Et vous avez ici toutes les complications que l'on peut aborder dès lors qu'on s'intéresse aux effets tardifs de la greffe. Alors, j'ai décidé de me focaliser sur 3 effets importants, donc les néoplasies secondaires, le risque infectieux et les complications cardiovasculaires. Si on regarde ces 3 complications et qu'on s'intéresse à nos patients, on a la question que l'on se pose, c'est est-ce que la greffe, en fait, ce n'est pas un processus de vieillissement accéléré puisque au final, ils vont avoir plus de cancers. On sait que les cancers sont reliés au vieillissement. On sait qu'ils ont plus de complications cardiovasculaires et on connaît le rôle de l'âge dans l'athérosclérose. Et idem pour la perte osseuse, la déminéralisation en rapport notamment avec la ménopause chez les femmes, ainsi que l'insuffisance endocrinienne. Pour les infections, il est important de rappeler d'abord le processus de reconstitution immunologique. Je vous ai mis ces schémas. Et pour ceux qui ne sont pas familiers, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on injecte un greffon, notamment de cellules souches périphériques, il y a déjà des lymphocytes T matures qui vont être administrés avec le greffon. Et ces lymphocytes T vont conférer une immunité passive qui va être en partie entravée quand même par les traitements immunosuppresseurs, mais qui confère un petit peu d'immunité. Et après, on va attendre la récupération immunitaire issue du greffon. Il y a en premier lieu les NK qui vont récupérer entre 3 et 6 mois, puis les lymphocytes B, ainsi et ensuite les lymphocytes T. Et au final, les CD4 sont les lymphocytes qui récupèrent le plus tardivement. On considère qu'il faut 18 à 24 mois pour avoir une immunité TCD4 quantitativement normale. À quoi c'est dû? C'est qu'il y a une première vague de reconstitution qui est issue des lymphocytes T matures issus du greffon qu'on appelle la vague d'expansion de prolifération homéostatique. Pourquoi? Parce qu'en milieu lymphopénique, les patients vont avoir un environnement cytokinique favorable de la sécrétion d'interleukines 7 et 15 qui favorise la prolifération des lymphocytes T matures, dont certains mémoires, conférés par le greffon et le donneur, et qui vont proliférer en périphérie dans la circulation. Et ensuite, il y a une deuxième vague qui est symbolisée ici, c'est la reconstitution qui suit le parcours de la thymopoïèse dont vous a parlé David, c'est-à-dire qu'il faut que les progéniteurs hématopoïétiques s'engagent dans une différenciation lymphoïde et ensuite ils font la lymphopoïèse B et la lymphopoïèse T. Et pour la lymphopoïèse T, ils vont passer dans le thymus pour faire des progéniteurs, faire une sélection positive, c'est-à-dire on va garder les lymphocytes T qui reconnaissent le système HLA qui est présenté. Ensuite, les lymphocytes T vont avoir une sélection négative, c'est-à-dire qu'on va normalement, en situation non pathologique, déléter les clones de lymphocytes T qui reconnaissent les antigènes du soi. D'abord, on va parler de la prévention des risques infectieux. Alors, je vous mets cette diapositive parce qu'on n'est pas forcément dans les complications tardives, mais c'est un bref rappel.
Pour nos patients qui ont des complications infectieuses qui vont être d'origine, d'étiologie variée et qui vont être temps dépendants, on va avoir des prophylaxies systématiques contre l'herpès et la varicelle dans la première année. Ça, ce sont issus des recommandations de l'ESID, par du valacyclovir le plus souvent. Pour les patients qui sont CMV receveurs positifs, donc vous devez savoir que depuis 2018, il y a un essai de phase 3 publié dans New England qui a montré le bénéfice d'une prophylaxie par l'éthermovir, avec une dose qui va dépendre de l'association aux anticalcineurines, 240 mg avec la cyclosporine et 480 mg avec le tacrolimus pour une durée de 3 mois. Et pour la pneumocystose, une prophylaxie par Bactrim pour 6 à 12 mois et selon le taux de CD4. On peut appliquer la même règle pour la prophylaxie de la toxoplasmose. Et ensuite, on va distinguer deux catégories de prophylaxie fongique en fonction du risque d'infection à champignons. Les patients qui ont un risque d'infection de faible risque, pour lesquels on va surtout prévenir les infections à levure. Donc, on fait du fluconazole de J0 jusqu'à la prise de greffe, voire jusqu'à J100. Et pour les patients qui sont à haut risque d'infection à filamenteux, on fait une prophylaxie par posaconazole, et notamment chez les patients qui ont de la GVH et qui ont une corticothérapie, que ce soit une corticothérapie pour la GVH aiguë ou chronique, il est indiqué de mettre une prophylaxie de haut niveau contre les filamenteux. Pour les infections tardives, il y a l'équipe de Saint-Louis qui s'était intéressée sur un papier qui date un petit peu, mais qui n'a pas été débattu, enfin qui n'a pas été négativé depuis. Ils se sont intéressés aux patients qui avaient eu des greffes simples, c'est-à-dire des greffes géno-identiques avec un conditionnement myeloablatif et qui étaient en vie à 1 an. C'est-à-dire les patients chez qui les choses se passent bien, pour essayer d'enrichir des patients qui vont avoir une bonne survie et sur lesquels on va s'intéresser aux complications tardives. Ce que l'on voit, c'est que sur les 200 patients, 30 patients sont décédés, 16 patients ont rechuté, et que si on regarde les causes de décès, dans les causes tardives, on va voir que les infections apparaissent quand même comme un tiers des patients qui sont décédés de façon tardive. Ensuite, ce que l'on voit comme message important, c'est qu'il y a une incidence cumulée d'infections bactériennes à 8 ans, donc qui est de l'ordre de 14%. On voit encore des infections à champignons de l'ordre de 3%. Et puis, il n'y a pas d'incidence cumulée, mais ce qui est très important, c'est que les patients font fréquemment des infections virales. Vous avez ici le nombre de patients qui ont fait une infection, une réactivation de varicelle, c'est-à-dire un zona, et il y en avait quand même presque un sixième. Donc, les infections apparaissent encore, même si le patient a l'air débarrassé de son problème de rechute et de GVH. Et en termes d'incidence cumulée, on est de l'ordre de 10 à 15%, et ceci est largement impacté par la survenue ou non d'une GVH chronique. Donc, la GVH chronique a un impact d'elle-même, comme vous l'a dit David, puisqu'il y a un impact sur la reconstitution immunitaire. Avec un trouble de la reconstitution immunitaire, on favorise des populations T clonales et on manque de diversité, et aussi par le biais des traitements qui ont un impact sur le reste de l'immunité non clonale, non autoréactive. En multivarié, les facteurs qui ressortaient, c'était avoir reçu une irradiation, c'est-à-dire une irradiation corporelle totale dans le conditionnement, le fait d'avoir un donneur CMV négatif pour un receveur positif et surtout d'avoir fait une GVH chronique. Et vous voyez des hasard ratios qui atteignent 3 pour notamment la GVH chronique et la TBI. Ces infections tardives, comme je vous le dis, c'est lié à une dysfonction immunitaire et ça avait été étudié par le groupe de Boston, Dana-Farber, qui avait regardé la reconstitution immunitaire, et je vous le remets ici encore. Bien garder en tête que la reconstitution CD4, elle met du temps, c'est 18 à 24 mois. Vous voyez ici les CD4 en vert, et même chez ces patients-là qui avaient reçu des conditionnements atténués, ils ont pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas atteint les valeurs normales qui sont symbolisées par le trait vert. Et donc, on a une immunité qui tarde à récupérer, qui est probablement entravée par les traitements que reçoivent les patients. Pour l'immunité B, on voit que les lymphocytes B récupèrent relativement vite, c'est-à-dire entre 6 et 12 mois. Mais si on s'intéresse aux sous-catégories des lymphocytes B, les lymphocytes B naïfs, ceux qui n'ont pas rencontré l'antigène, récupèrent beaucoup plus vite, comme l'a montré David. Et par contre, les lymphocytes B qui ont rencontré un antigène et qui peuvent être mémoire mettent beaucoup de temps à récupérer. Dans cette étude, on voit que même à 2 ans, on n'a pas une immunité B mémoire qui est satisfaisante. Et de fait, on observe en relation avec ça un déficit des lymphocytes B qui est très étroitement corrélé avec le risque infectieux, puisque vous voyez que la différence entre les patients qui ont fait ou non une infection se creuse en termes de lymphocytes B en valeur absolue. À 6 mois, on a la limite de significativité, et à 12 et 24 mois, on voit qu'il y a une différence nette, il y a un défaut de lymphocytes B chez les patients qui ont fait plus d'infections tardives. Ces infections tardives, elles ont un poids, comme on l'a dit en préambule, sur la mortalité. On voit aussi qu'ils sont, là ici, vous avez l'incidence cumulée de décès tardifs liés aux infections, c'est-à-dire chez des patients qui sont au-delà de 2 ans de la greffe, et c'est très nettement marqué chez les adultes par rapport aux enfants.
Et si on regarde les analyses multivariées des facteurs associés aux infections tardives, on voit que l'âge est important, le type de donneur, notamment les donneurs non apparentés et y compris les mismatchs, et le fait d'avoir eu une GVH chronique avec une immunosuppression prolongée. Pour prévenir les infections, vous savez qu'on a plusieurs moyens. Il y a les prophylaxies médicamenteuses, mais aussi les vaccinations. Et j'ai pris l'exemple d'une vaccination que l'on connaît bien, notamment dans le bénéfice sur les infections invasives à pneumocoque. Il faut savoir que les infections invasives à pneumocoque sont plus fréquentes chez les allogreffés que chez les autogreffes. Vous avez les incidences ici, 8 à 20 patients pour 10 000 allogreffes versus 3 à 6 patients pour 10 000 autogreffes. Le risque relatif, il est 45 à 150 fois plus que la population générale et une mortalité qui va de 11 à 20% pour les infections invasives à pneumocoque, c'est-à-dire pneumonie, méningite, encéphalite ou autre endocardite. Nous avons à disposition 2 types de vaccins. Le vaccin polysaccharidique capsulaire non conjugué qui a une immunogénicité qui est faible et secondairement a été développé le Prevnar 7 puis 13 qui est avec une protéine carrière qui augmente l'immunogénicité. Et vous avez ce travail élégant d'une équipe d'Australie qui a montré le bénéfice. Ce n'est pas une étude randomisée, c'est une étude historique. Ils ont repris avant 2010, avant l'intégration des vaccins conjugués à pneumocoque, ils faisaient que des vaccins à 23 valences non conjugués, c'est-à-dire pneumovax. Et après 2010, ils ont intégré dans le schéma vaccinal les vaccins conjugués plus le pneumovax à distance. Et vous voyez qu'il y a une incidence cumulée d'infections invasives à pneumocoque qui diminue drastiquement de façon significative chez les patients qui ont un nouveau schéma adapté. Pour finir, je vous mets ici les recommandations de l'ESIL. Donc, on vaccine les patients avec des schémas renforcés. Il y a des différents niveaux de preuve pour ces études-là. Pour le pneumocoque, c'est là où il y a le plus d'études, ainsi que pour le vaccin antigrippal. Donc, on fait 3 schémas de vaccin pneumocoque, 3 doses dans les 3 à 6 premiers mois. Et à 1 an, on fait une dose de pneumovax et on fait une 4e dose de vaccin conjugué si le patient a de la GVH. On vaccine aussi contre l'hémophilus influenzae, le diphtérie, tétanos, polio et la coqueluche. Et pour la méningite, ça dépend des recommandations nationales, ainsi que pour l'hépatite B, même si on essaie de vacciner au maximum contre l'hépatite B les patients qui sont séronégatifs avant la greffe, ou s'ils ont un taux d'anticorps anti-HBs post-greffe qui est très faible. Donc, ce qu'il faut retenir au niveau du risque infectieux, c'est que c'est en lien avec la cinétique de reconstitution immunitaire, qu'il faut identifier les patients à risque, et on sait, c'est l'ICT, la GVH chronique, les traitements immunosuppresseurs prolongés. Il y a une excellente balance bénéfice-risque des prophylaxies médicamenteuses, donc parfois il ne faut pas hésiter à les prolonger un peu plus. Il n'y a pas de toxicité de ces médicaments-là, on les éprouve depuis longtemps, notamment dans le VIH et en transplantation d'organes, et que les vaccins sont très importants, donc il faut veiller à mettre à jour en permanence le calendrier vaccinal de nos patients. Maintenant, on va aborder les néoplasies secondaires, qui sont un problème fréquent dès lors qu'on s'attarde aux complications tardives. Alors le contexte, c'est que c'est fréquent dans la population générale et c'est âge dépendant. Nos patients greffés sont greffés de plus en plus âgés, donc c'est une problématique qui est prégnante de plus en plus. Et les facteurs de risque, donc c'est l'âge, l'habitus, l'environnement. Il y a le rôle des virus oncogènes dont on va parler brièvement à la fin. Le terrain génétique, certaines greffes sont faites pour des patients qui ont un risque accru de cancer. C'est le cas notamment des fanconi, même si c'est des greffes qui sont rares. Et puis l'immunodépression, on a aussi l'expérience des greffes d'organes où on sait que les patients ont une immunosuppression à vie par anticalcinurine et qu'ils ont une surveillance régulière chez le dermato, le gynéco et le proctologue. Donc, en greffe de CSH, qu'en est-il? Le premier schéma, même si vous ne voyez pas toutes les courbes en détail, c'est que vous voyez une courbe qui ne fait que monter. Donc, l'incidence de cancer secondaire après une allogreffe ne fait que monter. Donc, vous aurez différentes incidences et c'est difficile d'interpréter parce que chacune des études a des façons d'analyser les choses différemment. Soit on fait une incidence brute depuis le début de tous les patients greffés et on va perdre beaucoup de patients parce que certains vont être morts de rechute de mortalité toxique au début de la greffe, soit d'autres vont faire des études en landmark, c'est-à-dire en prenant les patients qui sont en vie à 2 ans sans rechute. Si on regarde un élément important, c'est qu'on voit notamment le rapport des cas observés versus les cas attendus, c'est O sur E, et on voit que ce risque relatif ne fait qu'augmenter. Vous voyez, à 5 ans, on est à 1,5 fois la normale, de 78 à 9 ans, et puis on monte à 4, et ça ne fait qu'augmenter. Et si on standardise ça sur la population pour 100 000 patients, on a un risque ajusté qui ne fait qu'augmenter. Je vous donne des données d'une étude qu'on a faite à Bordeaux, qui est en cours de soumission. On avait pris 600 patients qui avaient une greffe à conditionnement atténué.
Donc, dans ceux qui étaient vivants sans rechute, au-delà de 2 ans, on avait éliminé la moitié. Et on a regardé l'incidence cumulée de cancer secondaire après conditionnement atténué. Et vous voyez des incidences qui sont un peu plus importantes que ce qu'on voyait dans les études auparavant. On va considérer qu'il n'y a jamais d'excès de déclaration, puisque dès lors qu'on a un diagnostic, il est présent, il n'est pas surdéclaré. Et c'était tout cancer confondu, cancer cutané, cancer solide et cancer donc non cutané. Et vous avez une incidence qui peut avoisiner les 30% à 15 ans. Donc, ce n'est pas négligeable. En multivarié, les éléments qui ressortaient, c'était le fait d'avoir reçu un conditionnement non myéloblatif versus un conditionnement atténué. C'est le fait d'avoir un donneur positif pour le CMV. C'est surtout d'avoir reçu un traitement immunosuppresseur de façon très prolongée. L'incidence de ces néoplasies secondaires, elle est variable notamment selon le type de cancer. Et je vous ai mis ici, j'ai essayé d'imager les résultats de cette étude. Les éléments importants qu'il faut retenir, c'est que les néoplasies les plus fréquentes, c'est d'abord les cancers de la cavité buccale et du pharynx, les cancers ORL. Ensuite, c'est les cancers de la peau. Et ensuite, on a les cancers du système nerveux central, de la thyroïde et du sein. Ils ont un impact pronostic. Cette étude était intéressante à mon sens parce qu'on aurait pu s'attendre à une mortalité différente de ces cancers secondaires entre l'autogreffe et l'allogreffe. On ne voit pas de différence, mais on voit quand même que les patients qui font un cancer secondaire ont une survie à long terme qui est de l'ordre de 50%, qui est bien diminuée. Les facteurs pronostiques en multivarié, c'est l'intervalle court entre la greffe et le diagnostic de cancer secondaire. Et c'est le type de cancer. Ceux qui ont fait un cancer de l'œsophage, du pancréas ou du poumon ou du SNC ont vraiment des mortalités augmentées. Et on le voit bien ici, hein, on voit notamment ce groupe de patients en haut qui a un hazard ratio qui est très augmenté. Vous voyez qu'ils ont cancer pancréas, système nerveux central, le foie, les sarcomes, le poumon, l'œsophage ont vraiment une mortalité importante comme attendu. Alors que même si les cancers de la peau et de ORL sont fréquents, on arrive à avoir des bons contrôles locaux avec la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. En termes de facteurs de risque, on va aller un peu plus en détail, mais d'emblée, on peut en nommer certains. Donc, il y a l'irradiation corporelle totale, la GVH, et j'en parle maintenant parce que j'en parlerai moins après. Il y a le rôle des traitements post-greffe. Vous devez savoir peut-être que la NSM nous met régulièrement en garde sur l'utilisation prolongée du voriconazole qui est photosensibilisant donc avec les UV, donc augmente légèrement le risque de carcinome cutané. L'Immurel qu'on n'utilise plus du tout dans le traitement de la GVH chronique, mais était un grand pourvoyeur de cancer, notamment cutané. Et puis l'habitus et puis les virus oncogéniques. Donc pour la TBI, le message important de ce papier qui date maintenant, mais qui était intéressant parce que c'était une époque où on utilisait encore beaucoup d'irradiation corporelle totale, ce qui est un peu moins le cas maintenant, c'est que le risque relatif est très important et est d'autant plus marqué que le patient est jeune. Donc vous voyez ici que le risque relatif, tout cancer confondu, est de l'ordre de 3, et qu'on ait une irradiation corporelle totale complète ou qu'on ait eu juste une irradiation thoracique où on voit vraiment qu'on a un risque relatif qui a augmenté. La GVH chronique a un rôle moins délétère chez le jeune que chez la personne de plus de 30 ans, mais c'est vraiment un message à retenir de ce papier, impact délétère de l'ICT si on a un âge de moins de 30 ans et si on a de la GVH chronique. Le deuxième élément intéressant dans cette autre étude qui est plus récente, c'est qu'ils sont intéressés aux doses d'irradiation corporelle totale. Il y a longtemps, on faisait des schémas d'irradiation corporelle totale qui étaient monofractionnés, c'est-à-dire que soit on faisait une seule dose, parfois à 6 degrés ou plus, soit on faisait par jour une seule dose, c'est-à-dire 4 degrés, alors que maintenant, on a tendance à faire plutôt 2 fois degrés par jour pour une dose totale de 8 à 12 degrés. Et quand on avait des single fractions comme ça, on a un hazard ratio qui est vraiment augmenté pour les néoplasies secondaires, donc vraiment un effet délétère de l'ICT avec les anciens schémas, et c'est ça qui nous a conduit à utiliser ces nouveaux schémas fractionnés. Par rapport donc aux néoplasies secondaires et aux virus oncogènes, je voulais prendre le temps de parler un petit peu de l'HPV. Il est responsable de beaucoup de cancers, notamment de la sphère ORL et au niveau de l'utérus. Donc, je vous ai mis ici la prévalence. On détecte de l'HPV dans 25% des cancers de la ORL, notamment dans les cancers de la cavité buccale, où on peut atteindre 86%. Dans le col de l'utérus, c'est systématique et même souvent, on s'est dit obligatoire pour développer une dysplasie au niveau du col de l'utérus. Et dans la peau, finalement, j'ai découvert ça en faisant la littérature. 70% des cancers, des carcinomes épidermoïdes de la peau sont liés à l'HPV. Et évidemment, il y a un terrain dont on a parlé tout à l'heure, c'est le Fanconi, où il y a un risque accru de cancer, notamment lié à l'HPV.
L'élément important, c'est qu'on dispose depuis maintenant un petit moment du vaccin contre l'HPV et on avait peu de données sur la vaccination, son efficacité en post-greffe. Et cette étude, donc je crois que c'était les Australiens encore, qui avaient évalué l'immunogénicité du vaccin donc après un schéma M0, M2, M6. Et ils ont regardé le taux d'anticorps développé contre les différents sérotypes d'HPV à M7 et à M12 et on voit que ça marche bien et qu'il n'y a pas de différence entre le bleu que vous voyez mal en haut, c'est la courbe des donneurs volontaires, versus les greffés qui n'ont pas en orange de traitement immunosuppresseur et en bleu turquoise, ceux qui ont été greffés et qui ont un traitement immunosuppresseur. Donc il y a un bénéfice. Il n'y a pas d'effet secondaire majeur qui a été observé, notamment pas de majoration ou d'induction de GVH. Et donc maintenant, reste à construire des études qui nous permettront de montrer un bénéfice tardif de cette vaccination pour prévenir les cancers ORL et gynécologiques chez les greffés. Et je le dis parce qu'habituellement, on fait cette vaccination chez les gens qui n'ont pas encore rencontré l'HPV. La question reste à montrer chez les greffés de moelle si greffer quelqu'un qui est déjà infecté va tirer un bénéfice secondaire en prévention des cancers. Donc, pour les néoplasies secondaires, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une augmentation du risque par rapport à la population générale. Il faut sensibiliser les patients à bien se faire suivre. Ils en ont souvent marre de voir les médecins régulièrement, mais c'est important qu'ils fassent leur suivi pluridisciplinaire. Les populations à risque, on les a bien identifiées. C'est l'irradiation corporelle totale et les patients qui ont une GVH chronique et un traitement immunosuppresseur prolongé. L'intérêt d'arrêter les facteurs de risque et de faire le dépistage personnalisé, puis à évaluer l'impact. Alors, je vous ai mis, on le sous-estime souvent, mais les patients ont souvent beaucoup d'examens d'imagerie à rayon X, des scanners itératifs. On sait qu'il y a un impact sur le risque de cancer, c'est notamment à prendre en compte. Et puis, donc, évaluer la place du vaccin HPV. Ensuite, je voulais vous parler des complications cardiovasculaires qui sont fréquentes. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des dysfonctions cardiaques, des insuffisances cardiaques, des maladies valvulaires, des arythmies. On peut avoir également des maladies artérielles, qu'elles soient périphériques ou cérébrovasculaires. Et puis, il y a tout le problème des facteurs de risque cardiovasculaires. En grande ligne, il faut retenir que les complications cardiovasculaires, c'est 4 fois plus fréquent que dans la population générale si on ajuste sur l'âge et le sexe. Que l'âge médian de l'infarctus est de 53 ans chez les allogreffés versus 67 ans en population générale. Donc, il y a vraiment une augmentation de ce risque. À quoi c'est dû? Il y a tout le terrain du patient, il y a tout ce qu'il a reçu pour traiter sa maladie, la chimiothérapie, les anthracyclines, l'irradiation pour ceux qui ont des lymphomes. Et ensuite, il y a le conditionnement. Et puis après, il y a tous les impacts secondaires de la greffe, que ce soit l'AGVH, les traitements immunosuppresseurs. On sait que certains, notamment les inhibiteurs de mTOR, ont un effet sur le métabolisme lipidique. Ça peut augmenter le risque cardiovasculaire. Il y a aussi les conséquences hormonales de la greffe qui vont avoir un effet sur le système cardiovasculaire. Et tout ça accélère le vieillissement vasculaire et donc le risque de maladies artérielles ou cardiaques ou coronariennes. Donc, si on regarde les facteurs de risque et leur incidence, on voit que dans cette étude, l'incidence de ces facteurs de risque, que ce soit l'hypertension, le diabète, la dyslipidémie, ne fait qu'augmenter avec le temps post-greffe et de façon accélérée par rapport aux patients de la population générale. Les autres facteurs de risque reconnus, ce sont les traitements immunosuppresseurs prolongés ou intensifiés. Je vous ai dit l'impact métabolique des inhibiteurs de mTOR et puis les perturbations hormonales qui sont bien connues. L'incidence maintenant de ces complications cardiovasculaires, il y a toujours la question de savoir si on sous-évalue, mais en général, on ne surévalue pas, mais c'est peut-être sous-évalué. Dans cette étude, il y avait une incidence qui était de l'ordre de 6 à 10%. Certaines études vont jusqu'à 15% d'incidence. Et surtout une mortalité tardive attribuable de l'ordre de 7%, donc ce n'est pas négligeable. Donc, ils avaient fait une incidence cumulée en notant notamment le nombre de facteurs de risque cardiovasculaire et en fonction de si le patient avait reçu des agents cardiotoxiques, c'est-à-dire soit des anthracyclines, soit une radiothérapie au niveau thoracique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le risque est augmenté par rapport à la population générale. Il faut identifier les patients à risque en pré-greffe. Il faut contrôler leurs facteurs de risque cardiovasculaires en pré-greffe. Et ensuite, une fois qu'on a identifié tous ces facteurs de risque, il faut bien suivre ces patients, les inciter à voir le cardiologue régulièrement, c'est au moins annuellement les 3 premières années, et puis après, on peut espacer en collaboration avec le cardiologue. Et puis, pour la prévention, il faut contrôler les facteurs de risque, mais il faut aussi lutter contre la sédentarité. Et j'ai trouvé intéressant de mentionner une étude qui est en cours, qui est faite par un consortium australien et néo-zélandais, c'est Alloactive Trial. Et ils sont intéressés c'est une étude randomisée qui va inclure 60 patients. Ils ont mis pas mal de moyens, deux groupes expérimentaux, un groupe où c'est les soins habituels, et puis ce deuxième groupe expérimental où les patients vont avoir des tests d'activité physique répétés avec des épreuves aérobie, anaérobie, un reconditionnement à l'effort.
Et ils vont faire pas mal d'évaluations en post-greffe pour évaluer, ce qu'ils veulent évaluer, c'est est-ce qu'il y a un impact sur la qualité de vie, si on réduit les symptômes de fatigue, est-ce qu'on va améliorer les qualités fonctionnelles à l'effort, et puis également des objectifs plus quantitatifs objectifs comme la VO2 max et puis les fonctions cardiaques. Et pour tout ça, ils vont très loin puisqu'ils font des épreuves d'effort, ils font la VO2 max, ils vont calculer aussi en IRM la masse myocardique pour voir comment elle récupère. Ils vont également faire de la densitométrie osseuse et musculaire et graisseuse pour voir comment le métabolisme se rétablit, comment la masse musculaire récupère, et puis des IRM au niveau des cuisses pour voir la fonction quadricipitale. Donc, c'est vraiment une étude où il y a pas mal de moyens. Alors, c'était un bon teasing pour vous dire que l'étude était en cours et qu'il faudra suivre ses résultats parce que je pense que c'est une autre approche de médecine qui est complémentaire de tout ce qu'on dit. Par rapport aux autres effets secondaires, je ne vais pas tout reprendre, ça va faire trop catalogue, donc je voulais donner quelques messages clés. Donc, l'insuffisance ovarienne doit être prise en charge par les gynécologues parce qu'il y a un risque d'ostéoporose et bien surveiller la supplémentation en vitamine D. L'hypothyroïdie est fréquente, ça ne coûte rien de faire une TSH régulièrement chez nos patients, au moins annuellement. Et puis, l'irradiation corporelle totale a souvent un impact, notamment chez les enfants, sur l'insuffisance hypophysaire avec un déficit en GH qu'il faut surveiller. Peut-être que vous ne le savez pas, mais on ne fait pas d'irradiation corporelle totale en dessous de 4 ans d'âge chez les enfants, puisqu'il y a un impact cognitif et sur la croissance qui est important. Et puis, il y a le risque également de cataracte qui est cortico-induit ou qui est induit aussi par l'irradiation corporelle totale. Un message plus alternatif et biologique pour réconcilier l'immunologie et donc le problème de fatigue et d'état cognitif. Cette étude qui a été faite par nos collègues suédois au Karolinska Institute, qui sont intéressés à des patients qui étaient au-delà de 1 an de la greffe, 1 à 6 ans post-greffe. Ils avaient fait une étude qui était originale puisqu'ils avaient collecté du liquide céphalorachidien chez ces patients. Et ils ont fait différentes études cliniques de score de fatigue et de score cognitif pour voir s'il y avait une relation immunologie et impact clinique. Ce que l'on voit, c'est que chez les patients, dans leur LCR, ceux qui sont fatigués et qui ont un déficit cognitif, ils ont plus de lymphocytes T activés, qu'en termes de transcriptomique, ils ont un pattern d'expression dans le liquide céphalorachidien qui agrège différentes protéines qui sont en lien avec l'inflammation. Et puis, en transcriptomique également, on voit différents éléments de stress oxydatif. Je vous ai résumé ici les éléments importants. Donc, il y a une diminution des protéines anti-inflammatoires, l'activation des macrophages, la microglie. Il y a une neuroinflammation et un stress oxydatif. Il y a également une accumulation de métabolites neurotoxiques et pro-inflammatoires. Et tout ça est corrélé à la fatigue chez nos patients. C'est souvent une fatigue chronique et un déficit cognitif. Qu'est-ce qu'il faut retenir de toutes ces complications? C'est que c'est avant tout une prise en charge pluridisciplinaire. C'est souvent l'occasion, je l'ai mis en deux, mais d'impliquer ou de réimpliquer les médecins généralistes qui sont sentis délaissés par ces patients qui sont compliqués, d'hématologie et en plus qui ont été greffés, qui n'ont plus de cheveux, qui sont gris en sortant de la greffe, qui n'intéressent plus trop les médecins traitants, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas les réimpliquer. Le médecin traitant a une place centrale dans la prévention, dans la gestion de ces complications au long terme. Ça permet, il faut s'appuyer sur des réseaux de collaborateurs ville-hôpital qui sont très importants. Il faut faire de la formation continue chez nos collaborateurs parce qu'ils ne connaissent pas toujours très bien ces complications-là. Le rôle important du dépistage et de la prévention. Et puis peut-être discuter de la place des nouveaux outils, la téléconsultation, les applications de relations patient-médecin pour améliorer les diagnostics. Et enfin, travailler sur la réinsertion socio-professionnelle. On permettra ainsi de mieux lutter contre la fatigue et peut-être les maladies cardiovasculaires en limitant la sédentarité. Je vous ai mis ici quelques lectures que vous pourrez regarder tranquillement chez vous. Et puis, évidemment, je réponds à vos questions. Merci. Merci beaucoup. Question? Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'on a vu chez des patients qui sont greffés avec leur famille, est-ce qu'il y aurait plus de toxicité à long terme cardiovasculaire si, en cas d'antécédent cardiovasculaire, en lien avec l'hématopoïèse clonale, par exemple, qu'on peut retrouver dans le greffon? Ça a été vu, ça? Alors, il y a des études qui ont regardé effectivement dans des... Alors, il y a 2 éléments de réponse. Déjà, il y a des études qui ont regardé dans des greffes apparentées. Est-ce que si on regarde le vieillissement en termes de cancer secondaire et le système cardiovasculaire, est-ce qu'il y a la même incidence entre celui qui a été greffé et son frère qui a donné, par exemple? Donc, il y a une accélération du risque. Et ensuite, effectivement, il y a des études
notamment françaises, hein, qui ont regardé les chips chez les donneurs pour voir s'il y avait une augmentation du risque cardiovasculaire, et il y a une augmentation. Donc ceux qui ont des chips, les donneurs qui ont des chips procurent entre guillemets aux receveurs un peu plus d'incidence d'événements cardiovasculaires. Moi j'ai 2 questions, hein. N'hésitez pas à poser les questions. La première, j'ai eu l'impression, mais je me trompe peut-être, que le taux de cancer secondaire non cutané semble augmenter par rapport à ce qu'on connaissait il y a 20 ans ou 30 ans. Alors, j'ai l'impression qu'on a bénéficié de tous les messages qu'on faisait passer dans les papiers, c'est-à-dire qu'on a dit il faut être plus sensible, il faut y veiller. Donc déjà, on est plus attentif, on les déclare plus. Et après, il y a aussi la problématique de la méthodologie d'analyse, c'est-à-dire si on fait un landmark à 2 ans ou si on part de la greffe, on peut aussi enrichir ces problématiques-là. Donc, je pense qu'il y en a plus parce qu'on les diagnostique plus, on y fait plus attention. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que la population a complètement changé. Notamment, on traite des patients beaucoup plus âgés qu'auparavant. Ça a probablement une influence, même je ne sais pas dans quel sens, si ça peut... dans quel sens, je m'en doute, mais comment ça peut se traduire? Alors, on verra peut-être plus de cancers précoces parce que si on greffe des gens plus âgés, ils vont les déclarer plus vite. Et de façon contre-intuitive, en plus, on va avoir moins d'impact sur l'espérance de vie parce qu'en greffant des personnes plus âgées, on impacte moins leur survie que quelqu'un qui a 20 ans et qui fait un cancer, un sarcome des tissus mous à 10 ans de greffe. En pratique, du coup, en post-greffe, comment ça s'articule? Les patients, ils voient forcément un dermato, un cardio par an, un rééducateur, un kiné. Alors, pour la partie dépistage de cancer, il faut savoir que même si on essaie de s'harmoniser en France, chaque centre a un peu ses habitudes, mais de façon consensuelle, on va dire qu'un patient voit au moins un cardiologue une fois par an. Il est censé voir un dermato au moins une fois par an les 2 premières années. On va dire qu'on peut sensibiliser selon le terrain et selon l'AGVH et les immunosuppresseurs. Peut-être que ce qu'on sous-évalue, c'est la surveillance stomatologique au ORL. Donc souvent, moi, s'ils n'arrivent pas à avoir un stomato ou un ORL, je leur dis d'aller voir le dentiste tous les 6 mois. Ça peut être déjà un premier look pour voir s'il n'y a pas de lésion suspecte. Et après, il y a des centres où ils sont organisés en filière de façon assez systématisée. Et après, pour la partie plus rééducative, je sais que Marseille est très en avance là-dessus, sur des parcours de soins pour réhabiliter les patients. Je laisserai Didier Blaise en parler. En fait, pour répondre à ta question, c'est globalement, excuse-moi de dire ça, mais tout est à faire. Je veux dire, ce n'est pas organisé, ça va faire partie de votre boulot, là. Parce que ce sont des choses qui sont nécessaires, et je pense que tu l'as très, très bien montré, et tout à l'heure, David aussi, sur la GVH chronique, un patient greffé doit être suivi. Et ça peut être compliqué, mais on doit trouver des méthodes pour rendre... On devient un peu ambivalent dans la façon de faire. On veut qu'ils guérissent, on veut qu'ils soient bien dans leur pompe, donc qu'ils oublient plus ou moins ou qu'ils mettent de côté la maladie et le traitement. Et d'un autre côté, on va leur dire qu'il faut qu'ils soient suivis. Donc, il faut trouver la bonne balance pour le faire. Parce que c'est indispensable si on veut raisonner en termes de survie et en termes de qualité de survie. Et ça, beaucoup reste à faire. Aux États-Unis, c'est orienté et c'est organisé autour de cliniques de long-term follow-up. Chose qu'on a du mal à faire en France. Et cette qualité de survie, elle est inversement corrélée au nombre de consultations de professionnels de santé par an. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont en voir autant, mais ça ne sera pas les mêmes. Donc ça les perturbe un peu. Pas d'autres questions? Je ne sais pas si Régnier est connecté. Oui, je suis là. Yeah. Bon.